Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, pour l'année 2026, on va bientôt avoir des éléments là, puisque le gouvernement a déjà fait des propositions. Il y a des notes qui circulent sur ce qu'il prévoit faire pour les agriculteurs suite, voilà, je reprends leurs propos, à cette sécheresse exceptionnelle. Donc, les aides, ça va être des aides conjoncturelles qu'on a déjà eues par le passé, rappelez-vous, quand il y a eu des crises dans différentes productions ou différentes filières, que ce soit la vigne, que ce soit l'arboriculture, que ce soit... Voilà, il y a déjà eu des aides. À ce titre, je fais une parenthèse. Je vois des fois des gens qui disent que il y a certaines productions filières comme la viticulture n'a pas la PAC, alors n'ont pas de subvention. Alors c'est pas vrai, hein. La viticulture a des subventions, ne serait-ce que par la législation qu'il y a sur les alcools forts. On peut estimer que le dispositif qu'il y a par rapport au vin dans le reste des alcools, il y a une aide qu'on peut estimer autour de 2,5 milliards, mais ça peut aller suivant comment on prend le mode de calcul, ça peut jusqu'à 6-7 milliards par an, hein. C'est un dispositif spécial pour la viticulture. Donc tout ça est bien plus complexe qu'on veut bien le dire. Toutes les productions sont subventionnées de près ou de loin, soit par des baisses des taxes, soit par... Tout est faussé, comme je l'ai déjà dit. Alors pour revenir à ces aides conjoncturelles, donc ça va être réduction des impôts fonciers, la MSA, enfin vous connaissez toute la clique, prêts de restructuration et tout ça, qu'il faudra rembourser, mesurer. Alors ça, on va être obligé de travailler avec ces aides-là pour en avoir le maximum, mais normalement ça devrait être exceptionnel. Sauf que là, c'est tous les ans. C'est tous les ans qu'il y a une filière plus ou moins qui va crier au secours. Donc il y a bien un problème majeur de fonctionnement. Et chaque année, on voit les agriculteurs manifester parce qu'en fait, la cause, c'est pas la sécheresse. C'est pas la grippe aviaire qui va arriver sur une année. C'est pas la peste porcine, c'est pas la DNC. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça remonte à des décennies où, depuis le mariage de la coopération agricole avec le syndicat FNSEA 1959, il s'est créé une trajectoire avec Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, qui était de mon département, et qui a tracé avec d'autres hommes politiques de gauche et de droite un programme agricole qui nous a entraînés vers ça, vers un abandon de la reconnaissance de nos prix réels agricoles indexés sur l'inflation. Donc on se retrouve déconnecté totalement de la réalité du terrain. On se retrouve avec des produits, de prix de nos produits qui valent le prix d'il y a 40 ou 50 ans. Elle est là la raison. Elle n'est pas ailleurs. Faut pas aller la chercher ailleurs. Donc d'ailleurs Edgar Pisani, à la fin de ses jours, avait déclaré, il reconnaissait l'échec de la politique agricole commune et il avait dit soit une politique agricole a fonctionné et il faut savoir la faire évoluer, soit elle n'a pas fonctionné et il faut savoir en changer. Et il avait dit, je crois qu'il est grand temps d'en changer. Alors il y a déjà quelques années de ça, il est décédé et personne n'a pris le virage, personne ne veut en changer. Donc ces aides qui vont arriver, ces milliards qui vont être mis, les aides pour la MSA, tout le dispositif là. Bon, imaginez-vous, j'ai juste fait une petite photo sur les différentes productions en France. L'élevage moyen laitier, c'est 49 vaches laitières. Vous prenez une baisse de 10 centimes du litre de lait, vous allez être entre 40, suivant la production que vous faites, entre 35, 40 et 60 000 euros de manque à gagner rien que par le prix sur une année, avec 10 centimes. Viande, même ratio. La baisse du prix de l'achat des bovins viande, la baisse du prix des broutards. Vous allez, la taille moyenne, c'est 57 vaches en viande bovine en France. La moyenne d'une exploitation. Vous allez vous balader de 40 à 50 000 euros par an, hein. Mouton, idem, volaille, poulet, poule pondeuse, ça va encore plus vite, c'est des hors-sols. Le porc, oui, 50 à 60 000 euros, dès qu'il y a une baisse des cours. Sur un élevage truie moyen, qu'il estime autour de 250 truies naisseurs-engraisseurs. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez donner des aides. Vous allez faire un effet d'annonce, vous allez dire, les exploitations, on connaît des exploitations qui ont reçu 20 000 euros ou 30 000 euros. Vous avez un écart de 10 centimes sur un produit, vous les avez mangés. Dès que la baisse allait annoncer, en 6 mois, vous avez mangé cette somme-là.
Donc vous voyez de quoi on parle. C'est la raison pour laquelle les paysans manifestent tous les ans. C'est la raison pour laquelle un paysan fait 80 heures semaine ou 100 heures semaine les semaines de pointe. Parce qu'il peut pas payer une secrétaire à mi-temps pour l'administratif, parce qu'il peut pas ramener de main-d'œuvre, de salariés, parce qu'il peut pas se payer, lui, déjà. Il a la tête au-dessus de l'eau. Et il gagne moins cher que son salarié quand il en a un. C'est ça, la réalité des choses. Je parle en moyenne, hein, toujours, hein. Je parle pas des 18%. Il y a une petite partie qui gagne 2000, 3000 euros, 4000 euros, mais c'est pas représentatif. 82% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Moi, je parle de cela. Je parle pas du producteur de champagne qui gagne très bien sa vie, et c'est bien. Heureusement qu'il y en a. Ils investissent et ça fait travailler du personnel. Bon. Donc ce schéma-là nous conduit à peu de vacances ou pas de vacances parce qu'on peut pas partir en vacances. Un, on n'en a pas les moyens. Deux, faut former quelqu'un pour nous remplacer sur l'exploitation. Donc ça se paye ça. Hein, faut des gens compétents. Voilà. D'où le remplacement par les dermatos. Les dermatos, c'est qui? C'est les anciens, nos retraités qui travaillent pour la peau. Je les appelle les dermatos, travaillent jusqu'à la mort. Main-d'œuvre gratuite. Les apprentis dans les fermes, main-d'œuvre gratuite. Les stagiaires, main-d'œuvre gratuite. Même si certains leur donnent une petite pièce, main-d'œuvre gratuite. La double activité, les revenus extérieurs, les leviers à travers l'énergie pour ramener d'autres revenus. Et voilà où on arrive. On arrive tous les ans, on se répète à cette situation-là. Pourquoi? Parce que pour que ça évolue, il faut maîtriser nos prix à travers des coûts de production et une gestion des volumes. S'il n'y a pas une gestion des volumes et qu'on ne reprend pas la main sur nos prix, on peut aller chercher dans la poche du contribuable plusieurs milliards. Vous allez avoir 20 000 euros qui vont tomber dans une exploitation. En l'espace de 2 mois, sur une paye de lait ou sur la vente des animaux, vos 20 000 euros, ils sont plongés, ils sont mangés. J'irai même plus loin. Dans un certain cas, le modèle tel qu'il est monté là, plus vous allez le subventionner, plus l'agroalimentaire va acheter les produits moins chers. Parce qu'elle va déduire la subvention. Elle va dire, les agriculteurs, ils ont été subventionnés, on l'a vu ça. On l'a vu au moment de la politique agricole commune. Les agriculteurs, ils ont une aide à l'hectare, très bien. On leur donne 200 euros de l'hectare, très bien. Mais le blé, on va le payer moins cher. Voilà. La vérité, c'est ça. Et dans le plan d'accompagnement des aides, n'oubliez pas que l'agroalimentaire va être aidé. Eux, ils sont également aidés. Ils participent à tout ça. Donc, tant qu'on n'a pas la main, on peut passer du temps à discuter. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. On est en arrêt maladie, on n'a même pas l'assurance l'homme clé. On a 30 euros par jour. Un chef d'entreprise qui ne peut pas prendre du personnel pour se faire remplacer. Mais où est-ce qu'on voit ça? Des gens qui travaillent tous les jours avec du vivant. Et on ne peut pas mettre 2 salariés pour nous remplacer. Si on a une maladie grave, on ne peut pas prendre 2 salariés. Parce qu'il faut 2 salariés pour nous remplacer. Avec les temps de travail, les heures et tout. Donc, on est complètement déconnecté des réalités économiques. Donc, le modèle, il n'y en a pas 50. Il faut sortir de ce modèle-là. Il faut monter de toute urgence des réseaux d'irrigation où c'est opportun, où les conditions pédoclimatiques s'y prêtent, pour les cultures spécialisées et pour certaines fermes d'élevage. Et puis il y a des endroits, il faut surtout pas monter l'irrigation, parce que vous allez vous ruiner. Ça va vous coûter plus cher que de changer de mode, soit faire d'autres cultures, soit changer de production. Vous allez être dans des terrains où vous n'avez pas de potentiel, vous allez arroser, 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 et ça va rien vous donner. Vous allez augmenter votre coût de production pour livrer des volumes à l'agro-industrie, alors que euh, au sein de notre propre pays, vous avez des gens qui vont livrer plus de volume que vous sans irriguer. Donc soyons intelligents. Mettons les cultures qui s'adaptent suivant les territoires. L'irrigation, elle est indispensable, hein, à condition qu'elle soit raisonnée. On va pas mettre l'irrigation sur tout le territoire, hein, parce que là, on va à la faillite assurée. On va s'endetter davantage, on va s'attacher à des remboursements d'emprunts pour toutes ces installations d'irrigation et ces plans d'eau pour arriver au bout avec un prix final que l'agroalimentaire, il va vous baisser les prix. Donc c'est pas la peine. Faut travailler intelligemment. Bon, ça c'est pour une partie des productions agricoles. C'est pas pour toutes les productions agricoles. Tout ce qui est horticulture, maraîchage et tout ça, bon là, il n'y a pas de débat. Faut l'irrigation. Moi, je parle pour les grandes cultures ou pour les modèles d'élevage. Sachant que là, le gouvernement, le dispositif qu'il va mettre en place, il est quasi impossible
de réparer la catastrophe de la sécheresse 2026 pour une raison simple. C'est très complexe, l'agricole. Sur les cultures spécialisées, vous pouvez pas ramener un barème à l'hectare. Vous avez une perte de chiffre d'affaires qui peut être très importante. Certains endroits, ils ont perdu 100% de leur récolte. Et derrière, il y a la clientèle qui va avec. Il y a impossibilité de fournir en pommes ou en fruits les clients qu'on avait. Donc ça va au-delà de la perte économique sur la parcelle. Ça engendre des conséquences très, 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 très graves. Donc ça, si on veut s'y préparer, parce que des années comme ça, on en aura sûrement d'autres, donc on va bien être obligé de changer de modèle. Voilà. Et de mettre des modèles d'irrigation où c'est possible, ou changer carrément de modèle agricole. Carrément changer le modèle agricole. Et il y a des endroits, des cultures, où on ne pourra plus les faire. À partir du moment où ça va brûler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si ça brûle, c'est mort. Ou alors, il faut que ça soit dans des bâtiments fermés, et ça va supposer, moi je connais des gens qui ont récolté des légumes, hein, parce qu'ils les ont couvertes. Elle était toujours à l'ombre. Bon, avec une adaptation spéciale, mais ça va à petite échelle. Mais vous n'allez pas faire ça ben, vous voyez les investissements. Vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. Vous voyez s'il faut mettre le goutte à goutte partout à certains endroits. Vous voyez dans les bâtiments d'élevage s'il faut mettre de la ventilation ou de la climatisation. Vous voyez les coûts que ça engendre. Tout ça, il n'y a pas de problème. On sait le faire, c'est réalisable. En Israël, ils le font. Dans les pays arabes, ils ont une agriculture et ils le font. Il y a des choses qui sont possibles, même avec des fortes températures, mais il faut que ça soit bien ciblé et bien adapté. Donc tout ça pour dire que si on ne reprend pas la main sur la facture et la gestion des volumes, avec une organisation de producteurs, avec des prix de souveraineté nationale et avec les échanges à l'international faits sur la base de la coopération entre les États, où là, il y a plusieurs solutions. Soit on reste à l'euro, soit on met une unité de compte, un banqueur agricole, soit on a des solutions. Il y en a plein de solutions. Ça, c'est pas ce qui manque, il y a plein de solutions. Il faut une volonté politique pour dire les échanges internationaux à partir de maintenant, ils ne peuvent plus se faire sur cette base-là du libre-échange. Regardez comment répond actuellement le Premier ministre canadien à Donald Trump. Il dit, vous voulez me mettre une taxe, moi je vais vous taxer au même montant que vous taxez les importations canadiennes. Il rend les coûts coup pour coup. Voilà. Parce que le libre-échange, il va tous nous appauvrir. Donc, il faut trouver une autre formule, celle de la coopération entre les États fonctionne très bien, avec tous ceux avec qui on peut faire des échanges, avec un groupe de pays, hein. On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde. Et ça fonctionnera et ça ne viendra pas détériorer le prix de nos produits en interne, dans nos pays, qui est un prix de souveraineté nationale, qui peut être déconnecté du reste du prix mondialisé. C'est un prix franco-français, c'est un prix de souveraineté nationale. Les Italiens, ils font ce qu'ils veulent chez eux, etc. Les Espagnols, etc. Voilà. Et par ce biais-là, on va conserver nos entreprises, on va conserver nos emplois, on va conserver des agriculteurs, plus d'agriculteurs, à taille familiale. Et n'oubliez pas que 2 millions de personnes qui reviendraient travailler dans la machine économique avec de l'agricole et avec des petites PME, c'est 80 milliards de plus-value de valeur ajoutée. En termes nets, sur le produit intérieur brut, c'est à peu près 40 milliards net. Voilà. 2 millions de personnes de plus au travail, si on tient compte du fait qu'elles vont cotiser, il n'y aura plus l'assurance chômage pour ces gens-là, ou plus de RSA parce qu'ils rentrent dans la machine économique. Donc créer des emplois non délocalisables chez nous, c'est gagnant-gagnant. Simplement, ça ne peut se faire que si on bouge le curseur des 4,50 € qui nous revient sur les 100 € TTC. Tant qu'on a 4,50 € sur 100 € TTC, je parle toujours en moyenne, hein, global, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Donc si on reste que sur la base du commerce international, ben, je peux vous dire que même ceux qui ont l'irrigation en grande culture, ils peuvent pas aller sur les marchés à l'international. Il n'y en a pas un qui est rentable. Ne montez pas une station d'irrigation, je parle en grande culture, hein, pour vendre des blés, des orges ou des maïs grains sur les marchés internationaux, hein. Parce que vous n'avez pas besoin de prendre votre machine à calculer, il y a des pays dans le monde, ils n'ont pas besoin d'irrigation. Du tout. Et sans irrigation, ils vont produire autant que vous, voire plus que vous, de rendement à l'hectare, sans irriguer. Donc vous avez le coût de l'irrigation à amortir en plus. Vous avez les pivots, les enrouleurs,
le plan d'eau, le réseau, enfin, vous savez le prix que ça coûte, plus le travail. D'accord? Donc, eux, ils n'ont pas besoin de travailler, ils vont faire, bon, ça, faut vraiment être bête pour emmener les agriculteurs dans des schémas comme ça. L'irrigation, faut le réserver pour notre souveraineté nationale, pour nourrir nos animaux, horticulture, maraîchage, les plants de vigne, pas tout, les maïs semences, toutes les cultures spécialisées. C'est évident. L'irrigation, elle est indispensable. Et là, dans ces endroits-là, faut imposer des plans d'eau dans les cuvettes. Là, faut prendre un arrêté préfectoral. Et effectivement, là, faut faire des réserves. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour la grande culture à l'exportation, c'est pas la peine d'essayer. On n'a absolument aucune chance. Vous allez endetter les agriculteurs à fond perdu. Donc les terres où il n'y a pas de potentiel et où on sait que ça marchera pas, ben faut adapter les cultures. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire. On sait faire d'autres choses, hein. On n'est pas obligé de faire du maïs dans toute la France, hein. On sait ce qu'il faut faire. Il y a des solutions. Ça, les solutions, c'est pas ce qui manque. Simplement, faut pas se tromper de route. Et comme je vous l'ai dit, balancer des milliards cette année, il n'y a pas le choix. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Tous les dispositifs qu'on va mettre en avant et qu'on va leur demander, on va demander le maximum de ce qu'on peut obtenir, comme on demande à chaque fois, hein, mais on sait que c'est reculé pour mieux sauter l'année prochaine. Parce que si dans l'hiver et d'ici le printemps, il n'y a pas de mesure de prise et qu'on est toujours les esclaves du système, bah, ça changera rien. Ça changera rien. Et le prix, quand les gens parlent d'un prix, un prix tout seul ne veut absolument rien dire. Je vois des gens qui m'envoient des mails sur le prix de la viande ou le prix du cochon ou le prix du lait. Un prix ne veut rien dire. Un prix, il faut l'adapter au coût de production. Il faut le mettre en adéquation avec les coûts de production. Et l'impact climatique qu'on est en train de vivre, il faut l'incorporer dans les coûts de production. Et oui, parce que ça va coûter plus cher, des sécheresses comme on a là. Il y en a, ils vont s'équiper en irrigation, il y en a d'autres, ils vont changer de culture, il y en a d'autres, ils vont extensifier, ils vont produire moins. Et oui, il y aura plus d'hectares avec moins de production, hein. Donc, faut le rentrer dans le coût de production. C'est un global, ça s'appelle un prix de souveraineté nationale, ça. Hein. Et je vous la donne en mille. Comme il y a une baisse de production, vous allez voir pour 2027, c'est déjà commencé, la FNSEA fait pression pour diminuer les jachères, voire essayer s'ils peuvent les supprimer. Parce que les agriculteurs qui ont pris le temps de compter, ils ont vu qu'ils gagnaient plus d'argent à rester en jachère, ils prenaient pas de risque, plutôt que de faire des blés à 180 euros la tonne. Donc où il n'y a pas de potentiel de terre, les gars, ils arrêtent de semer. Ils font plus de culture, ni blé, ni maïs, ni tournesol. Et ça, bien sûr, ça dérange pas l'agriculteur, puisque de toute façon, vous allez travailler, vous allez manger de l'argent. Par contre, ça perturbe l'agro-industrie. D'accord? Et c'est là que vous voyez que la FNSEA, c'est pas un syndicat agricole. C'est un syndicat qui représente l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Parce que eux, vous allez voir, c'est déjà commencé. Ils font pression pour baisser le taux de jachère. Ils disent, faut produire, faut produire. La France, c'est un pays qui produit plus. Faut qu'on se remette à produire. Non, non. Moi, je suis contre me remettre à produire. Moi, quand quelqu'un va travailler, il part chez son patron le lundi matin, il va travailler parce qu'il est payé. D'accord? S'il n'a pas de salaire, il va plus travailler. Ça, vous pouvez regarder dans votre entourage, quelqu'un qui travaille. Si l'entreprise elle est en difficulté, à la fin du mois, les salaires sont plus versés, les gens, ils retournent pas travailler. D'accord? Alors nous, on va nous redemander de retourner travailler en 2027 dans les cultures sans être payés. Ben là, je suis pas d'accord. Moi, je dis ceux qui ont mis en jachère, bravo à eux. Bravo à eux. Hein, parce que ça commence à bien faire. Mettre en culture pour faire vivre tout le monde, sauf l'agriculteur, ça commence à bien faire. Idem dans les hors-sols. Celui qui a compris qu'il peut se détacher du système ou reprendre sa facture en main, il le fait. Parce que sinon, on travaille pour qui? On travaille pour tout le monde, sauf nous. Et quand on est en arrêt maladie, on a droit à 30 euros par jour. Voilà. Voilà à quoi on a droit quand on est en arrêt maladie. Donc si c'est pas un scandale, ça, nourrir la population et avoir droit à 30 euros par jour, moi j'appelle ça un scandale. Donc, je vous dis à bientôt. Retenez bien ce que je vous dis, c'est important. 2027, si rien n'est changé, on repart pour les mêmes manifestations, on repart pour les mêmes revendications. Le maître mot, des prix à hauteur des coûts de production, l'agriculteur reprend sa facture. En plus gros volume, on sait le faire. C'est avec une organisation de producteurs et on revient avec des circuits courts,
avec des associations comme l'Association démocrate des mairies de France, SOS Maire et plein d'autres, et Terre de Liens, et il y a des investisseurs maintenant qui viennent aider les exploitants pour acquérir le foncier et qui peuvent nous les revendre au bout d'un nombre d'années. On a des outils pour le faire. Mais tout ça ne peut se coordonner qu'à une seule condition, c'est qu'on ait la main sur le prix de notre produit final. Sinon, on n'est pas des patrons. On est des porte-seaux, on est des apporteurs de minerais. Et tout l'argent qui va être déversé par vous, le public, à travers vos impôts, en 15 jours, l'agroalimentaire nous les reprend. Vous avez vu, je vous ai fait la démonstration sur une année. Il suffit de baisser de 10-15 centimes le prix, et puis il nous repique tout l'argent que le contribuable il a donné. Donc vous voyez bien que le panier est percé, et que ça ne fonctionnera, mais absolument jamais. Ça ne peut pas être l'acheteur qui fait la facture. C'est nous qui devons reprendre en main notre facture. Je vous remercie et à bientôt.